Allez, on est parti. Donc déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Hélène Merdy. Donc je suis thérapeute et je travaille sur deux volets, en psychogénéalogie et sur l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est des états d'être. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons comme poids dans notre personnalité, comment nous nous construisons. Et pour moi, il y a vraiment deux clés nécessaires, enfin deux clés que j'utilise, c'est l'enfance, le poids de l'enfance, comment on s'est construit dans l'enfance, et le poids de la famille, comment on s'est construit par notre transgénérationnel. Donc voilà, pour moi, c'est deux clés que j'utilise pour ce qu'on appelle libérer nos programmes. Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans la vie et dans les gens que je suis, c'est d'aller chercher, et puis d'aller chercher le secret, tout simplement, puisque c'est vraiment les secrets de famille en psychogénéalogie qui vont figer, en fait, l'arbre, et il va avoir des conséquences. Mais on va le voir tout au long de cette conférence qui, je précise, dure 1 heure. Alors, hop. Je tenais à préciser aussi, il est important. Alors, Salomon Selam, c'est dans. Ah. Salomon Selam, c'est celui qui a vraiment écrit ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Je l'ai, le livre, je crois. Je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Il est dessous, là, bon, bref, peu importe. Et en fait, il disait il faut appréhender notre histoire sous 3 volets. C'est intéressant de le voir. Tout simplement sur notre vie terrestre, comment nous vivons nos expériences avec notre vécu. On a un côté où on peut regarder ce qu'on appelle notre projescence, comment on a été créé, dans quelle intention. Est-ce que vous avez été désiré pour reprendre la suite familiale? Est-ce qu'on cherche un médecin? Ou est-ce qu'on veut une famille d'artistes ou de comptables, ou pas du tout désiré? Ah mince, c'était pas prévu. Ça, c'est aussi une façon d'appréhender l'histoire de son histoire, son identité. Et il y a aussi le 3e volet, donc c'est l'histoire du transgénérationnel. C'est qu'est-ce que les autres ont vécu qui redescend dans notre mémoire aujourd'hui. En fait, finalement, la mémoire cellulaire, comment ça descend chez nous aujourd'hui, dans notre identité. Donc, j'essaie de m'approcher de là, ça y est. Donc, on va voir, cette conférence, je l'ai en 4 points. Donc, on va voir les origines contemporaines de la psychogénéalogie, le fonctionnement de l'arbre, puisque l'arbre généalogique en fait, a un fonctionnement bien particulier sur le point de vue émotionnel, les clés de réparation possibles sur un arbre, et quelles sont les méthodes et outils. Et au bout d'1 heure, vous saurez tout sur la psychogénéalogie. Eh oui, quand je passe. Alors, la psychogénéalogie, c'est vraiment ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle qui passe de génération en génération. Finalement, à la manière de l'ADN, aujourd'hui, on sait que l'ADN, on va porter peut-être les yeux de son papa, les genoux de son arrière-grand-père, tout déformés, ou là, c'est le talent, je ne sais pas. Alors, j'ai pris tout à fait au hasard, parce que je ne vois pas les genoux déformés. C'est venu comme ça. Ou le talent couturière de mon arrière-grand-mère, par exemple. Voilà. C'est déjà mieux, mais bon, on n'a pas que des valises positives. Et en fait, donc ça, c'est vraiment admis qu'on aurait vraiment une mémoire, finalement. L'ADN circule de génération en génération. Ça, c'est admis depuis assez longtemps. La mémoire émotionnelle, c'est assez, on va dire, récent. Et puis, il y a aussi des recherches au niveau de la psychogénéalogie qui alimentent la psychogénéalogie de recherche actuelle. C'est tout ce qui est mémoire cellulaire. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc, vraiment, il y avait une mémoire qui circule dans les gènes, dans les cellules. Et je crois qu'il y a un cerveau et psycho sur ça, où il parle d'une étude qui a été faite sur je ne sais pas combien de générations, mais au bout de 41 générations de souris, parce qu'on fait l'étude sur les souris blanches, et il y a le même traumatisme en fait que la première génération, parce qu'il a circulé. Et la deuxième recherche qui est depuis les années 90, c'est ce qu'on appelle le microchimérisme. Donc, alors ça, c'est un petit peu plus complexe, mais je tenais vraiment à en parler, car c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait la femme qui porte l'enfant, véhiculerait en fait des cellules à son enfant, et l'enfant au fœtus, et l'enfant donnerait aussi des cellules. Donc, il y a vraiment un échange de cellules, et la femme, en fait, peu importe
le nombre d'enfants qu'elle a. Finalement, imaginons, moi je suis la troisième de ma fratrie, j'ai récupéré aussi les cellules de ma maman, mon frère, ma soeur avant moi. Donc on ne serait plus un individu unique. Et en fait, au début, on croit qu'on est une cellule unique, issue d'une cellule unique, et en fait, il s'avérait qu'on serait beaucoup plus que ça, on serait un héritage de cellules. Et sur les souris, ça a été prouvé que ça peut augmenter jusqu'à 51 générations. Aujourd'hui, humainement, on ne peut pas aller à sa 51e génération, aller regarder l'ADN si on a le même que la 51e génération de grand-mère. Mais c'est vraiment une recherche qui est assez intéressante, puisque ça voudrait dire qu'on a encore ce patrimoine supplémentaire dans notre cellule, qui véhiculerait en fait en plus ces mémoires-là très, très intéressants en fait. Et vous pouvez aller voir, il y a un reportage sur France Inter, ça s'appelle In Utero, et c'est Nathalie Lambert, je crois qu'il y a 3 volets sur le microchimérique, donc voilà, c'était une petite aparté parce que c'est vraiment très intéressant sur l'aspect de la psychogénéalogie, entre autres. Donc, si je reprends la définition, on est vraiment sur l'art de comprendre ce qui s'est passé dans notre arbre généalogique, mais c'est surtout ce qui ne s'est pas passé qui va nous intéresser finalement. Puisque c'est vraiment le traumatisme à un moment T va générer, comme si l'arbre s'était figé, et du coup derrière, on va avoir soit des problématiques, on va le voir, soit des valises positives, bien sûr. Donc la psychogénéalogie, c'est vraiment l'art de comprendre toutes les valeurs, toutes les croyances d'une époque, de nos aïeux. C'est vraiment une identité qui est beaucoup plus forte en fait. On va aller chercher son identité plus individuelle et vraiment collective à l'intérieur de nous. Alors, les valises que nous portons. En effet, on va porter 2 types de valises. Excusez-moi, je suis lent. On va porter les valises qu'on dit positives. C'est ce que je vous disais de ma grand-mère qui a été couturière. J'ai eu pas mal de couturières. Par exemple, j'ai un talent couturier. Je sais pas, j'ai une soeur qui est très douée en maths. Il y a énormément de comptables dans ma famille. C'est comme ça. Alors, on va souvent. Est-ce que ça vous fait ça vous appelle, vous, dans votre famille? Il y a peut-être des talents ou des choses qui sont plus faciles. Il y en a, non? Il y a personne qui a des facilités, qui a des valises positives dans cette salle? La nature serait quand même si dure. Couture des dessins, côté artistique. Ouais. Les plantes, oui, la main verte, on peut avoir. Non, on la peinture et dessin. Peinture et dessin aussi. Bon, c'est pas de la même famille. Ouais, ben non. Elle est mouillée, cette Et on peut avoir ce qu'on appelle le côté négatif de nos valises. Alors, Thierry Gaillard, dans son livre, dit on ne va pas dire que c'est un poids négatif, on va vraiment essayer de dire que c'est à intégrer. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été bien vécu ou pas intégré dans la vie de la personne, elle va se traduire dans la nôtre. Vous inquiétez pas, ça c'est général, je vais l'expliquer après au fur et à mesure de la conférence. Qu'est-ce que ça peut être le négatif et le positif et comment le transformer. Donc finalement, ces valises que nous portons, elles vont influencer nos vies, tout simplement. Elles vont comme les programmer, pré-programmer. On appelle ça la pré-programmation. Alors, parlons de la maman de la psychogénéalogie. Donc, Anne Ancelin, Schunzenberger ou Berger, ça dépend comment on prononce, un nom imprononçable. On parle souvent d'Anne Ancelin, c'est plus rapide. Donc, grande psychanalyste, psychothérapeute de renom dans les années 70, elle a vraiment créé elle a centralisé la psychogénéalogie. Pourquoi? Parce qu'avant elle, des gens comme Moreno, comme Freud, comme Jung avaient déjà, avaient déjà des éléments qui les perturbaient, disent tiens, c'est dans le transgénérationnel, mais on a un peu mis une valise, ils ont mis une valise où ils mettent transgénérationnel sans faire plus de recherche que ça. Et Madame Ancelin, en 1970, a vraiment tout centralisé. Et il y a quelques points qui sont... il y a quelques points qui sont connus chez elle. Je vais vous les dénommer. Quelques points qu'elle a vraiment mis en avant. Elle a mis en avant ce qu'on appelle le syndrome anniversaire. Si vous travaillez sur vos arbres, vous avez peut-être pu voir des dates qui sont récurrentes, soit sur des événements de mort,
des maladies ou des événements heureux, hein, certains qui naissent, voilà, je fais un enfant, toute la famille fait un enfant à 28 ans ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un phénomène qui se produit sur des dates précises et sur plusieurs générations. Alors ça peut correspondre soit à un traumatisme ou à un bel événement, mais on va s'intéresser au traumatisme. Et souvent c'est vécu par un ancêtre dont on ignorait toute sa vie. C'est pour ça que c'est souvent une enquête. Voilà. C'est une enquête, qu'est-ce qu'il a vécu pour que ça se traduise comme ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir en syndrome anniversaire? Vous en avez, vous, dans vos familles? Ça vous dit quelque chose? Je vais pas vous dire oui. Ouais, ça vous parle un peu? Le génosociogramme, donc, elle est connue pour avoir mis en place ce prototype. Donc, le génosociogramme, finalement, c'est un arbre généalogique version Press People. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait qui a rencontré, qui est copain avec qui, par exemple, je sais pas, des sœurs qui s'entendent pas sur 3 générations, ou des non-dits, ou des ah ben lui il s'entendait pas avec sa belle-sœur, ou ah bah tiens son mari l'a rencontré au mariage de l'autre, par exemple, ce qui faisait beaucoup. Ah bah lui il a été dépossédé de ses biens. En fait c'est toutes ces histoires, c'est tout le Paris-Match de votre arbre généalogique. Donc voilà ce que c'est un génosociogramme. Principalement, moi je travaille je fais un arbre généalogique et puis je mets tout simplement les maladies. C'est important parce que les maladies, elles ont un code. Alors ça c'est une matière à part, hein, on appelle ça le décodage biologique, mais c'est assez important puisque des fois là on voit vraiment qu'il y a des maladies qui sont assez récurrentes comme je sais pas, des cancers de poumon alors que la personne n'a jamais fumé. C'est assez étrange des fois. Et je mets les métiers tout simplement. Hein. Ou comment ils sont décédés aussi. La raison de leur décès, c'est intéressant. Et les métiers, on va voir aussi pourquoi, mais c'est intéressant parce que c'est une réparation souvent un métier. Voilà. Alors, la psychogénéalogie, quelle utilité? En fait, vous pouvez aujourd'hui dire tiens, en 1 heure, je ne connais pas trop cette matière. Par simple curiosité, dire tiens, c'est comme si j'ouvrais un peu Google ou le dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est une autre façon de voir l'arbre généalogique, ok. Et puis, elle est tenace. C'est souvent ceux qui sont en conférence d'ailleurs. C'est vraiment retrouver une identité, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis envie de réparer les mémoires. Alors, il faut vraiment penser qu'il faut réparer d'abord ses propres mémoires. Et avant de réparer celles des autres, c'est quand même préférable. Pourquoi? Parce que comme on est un héritier des mémoires, on va d'abord gérer ses problèmes. C'est des ajustements à faire en réparation et ça va découler dans l'arbre. En principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous faire voir après, parce que ça fonctionne comme ça, un arbre. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ok? C'est clair? Alors, dans psychogénéalogie, dans les arbres en général, il y a plusieurs types de mémoires et on peut les catégoriser. C'est non exhaustif, mais il y en a quand même 2-3. On peut regarder déjà des mémoires qui sont plus ou moins lointaines. Autour de 4 générations, moi c'est là où je travaille en premier. Après, des gens qui travaillent énormément en psychogénéalogie, on peut aller voir des mémoires de révolution, de tête coupée, de peste, c'est sûr, on peut aller loin. Mais au début, on va travailler sur 4 générations. Alors, je ne sais plus si je l'explique après. Pourquoi 4 générations? C'est parce qu'il faut 4 générations pour qu'en fait, le traumatisme se matérialise chez une personne. Je vous explique. La génération 1, elle va vivre un traumatisme. Ça vous fait rire? Oui, vous avez beaucoup, parce que c'est moi la 4e. D'accord. Bon, ben voilà. On a un produit tout fini, là, c'est bien. Parfait. Mais il y a d'autres mémoires plus hautes, vous inquiétez pas, vous en aurez des mémoires, vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que donc, la première génération, elle va vivre un traumatisme. La deuxième génération, donc les enfants, vont l'intellectualiser, ça va aller dans la tête, on va dire. La troisième génération, elle va le passer dans les gènes, donc sexuellement, et la quatrième génération va le manifester concrètement. Voilà. Pourquoi on parle de 4 générations?
Je reprends mes mémoires transgénérationnelles. Donc, il peut y avoir des événements collectifs, sociétals, qu'on peut porter. Mai 68, la guerre des religions, Révolution, génocide arménien, ouais, il y en a pas mal d'autres, de toute façon. Les guerres en général, de toute façon. On peut avoir les maladies, type épidémie de peste, grippe espagnole, lèpre, bien sûr, la Covid. Elle le fera des super... Ouais, je ferai des super trucs. Les amours inachevés, que ce soit ancillaires, mort, suicide, abandon, il peut avoir voilà, ce type de mémoire. Il peut avoir des mémoires de secrets de famille, et puis je dirais même, je referai la conférence, le secret de famille, ça va de soi. Finalement, tout est un secret de famille. Hein. Donc tout ce qui est viol, inceste, infirmière, collabo, déserteur, vraiment les trucs qui sont une honte pour la famille qu'on cache. On peut avoir les injustices liées à tout ce qui est argent et moralité. Donc les spoliations d'héritage ou les emprisonnements à tort, par exemple. On est sur l'injustice. Les deuils injustifiés, injustifiables. Alors ça, c'est beaucoup les morts jeunes, les enfants, et les morts très violentes hein, en général. On va le voir, je crois que j'ai des exemples après. Et les fantômes qui laissent tout ça. En fait, finalement, c'est les fantômes qui laissent une mémoire inachevée. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de vie pour finir, donc du coup, bah, c'est la descendance qui va finir. Donc il doit réparer, tout simplement. Il faut que je sois... Ok. Bon. Hop. Dans 20 ans, j'y arriverai. La mémoire, ouais. Bon, j'ai pas d'enfant, il va falloir attendre. Je vais tout mettre sur mon neveu, c'est pas grave. C'est vraiment donc les différentes mémoires, c'est vraiment la résultante des événements traumatisants dont l'arbre demande une réparation. Et il y a vraiment des tonalités par famille. On peut avoir des familles qui sont plutôt sur la religion. J'ai un arbre, par exemple, où il y a des juifs, des musulmans et des chrétiens. Des trucs un peu, et où des fois, j'ai des familles où il n'y a que des veufs. Des familles où... Ouais. C'est assez... Ouais. J'ai des familles où il y a 5 générations de veufs. Je dis, ça leur apporte aussi tout. Hein. Ou des morts d'enfants, ou des femmes mortes en couche. Il va vraiment avoir des tonalités dans les familles. Ouais, j'appelle ça le jeu de cette famille. Ouais. Voilà. Il faut rire aussi en conférence. J'ai essayé. Ça vous parle un peu? Ouais. Vous avez vous sentez qu'il y a des... Quand vous remontez, qu'il y a des mêmes peurs, que des suicides, des choses... Ça peut être sur les morts, ça peut être sur les filles. Ouais. Je vois 2, 3, oui. C'est que c'est bon, c'est validé. Est-ce que vous avez... Ah, chez moi, ingénieur technique, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, concernant vraiment l'historique? Ça ratisse tellement large qu'on est tous concernés. Oui, bien sûr. Mais alors, il y en a toujours un dans la famille qui est intéressé par ça. Et vous êtes tous là, en fait. Moi, j'ai tous ceux qui sont intéressés. Il y en a toujours un qui est chargé. Et en général, c'est tous ceux qui sont en conférence. Non, mais il y en a un qui est chargé, finalement, d'aller faire ressortir les mémoires, de préserver les mémoires. Ça peut être des écrivains comme Jean, ça peut être, par exemple, Bernard, soit c'est sur les enfants, c'est intéressant. Et en fait, il y en a toujours un et il va avoir une charge particulière en généalogie, et voilà. Moi, c'est pour faire connaître la psychogénéalogie, tout simplement. Alors, au suivant. Donc, l'arbre généalogique, il faut savoir, voilà, on va voir le fonctionnement. C'est vraiment un système. Donc là, on est sur une architecture où on voit bien, c'est ce qu'on appelle en fait l'élément, c'est la tenségrité, c'est de la tension dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que dès qu'il va avoir, sinon, ça c'est une famille, dès qu'il va avoir un événement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est-à-dire une tempête qui ravage une maison, ça va faire un traumatisme, donc hop, c'est de l'extérieur. Et à l'intérieur, ça peut être une personne qui vit un chagrin d'amour, des fois c'est caché, on reste dedans. Et ça va faire des tumultes dans cette architecture, et si on enlève... C'est comme un Mikado, hein. Si vous enlevez une petite barrette, ça va tout déséquilibrer l'ensemble, mais ne vous inquiétez pas, la nature est bien faite, on va retrouver son équilibre.
Le but de l'arbre, c'est vraiment l'équilibre, c'est vraiment le maître mot. Est-ce que je dois ajouter d'autres choses? Non, il y a des interactions intérieures-extérieures, j'en ai pas. Ah oui, la famille, c'est vraiment un clan. Il faut le voir au niveau de l'anthropologie, hein, vraiment. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'unit un clan? Josiane n'a pas le droit de répondre parce qu'elle est en conférence. Anne-Catherine non plus. Ceux qui ont déjà participé. Les valeurs. Oui, c'est plus fort encore que les valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? L'héritage génétique. C'est plus simple. Plus fort, plus simple. Le nom. Non. Ah, on n'est pas loin. L'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'unit un clan? L'amour. Il ne peut pas avoir de clan sans amour. Alors ça c'est en anthropologie, mais le clan il s'est formé en fait pour défendre un territoire. Il y a vraiment 3 facteurs qui vont générer la survie d'un clan. Un clan est fait pour faire survivre des éléments ensemble, et qu'est-ce qui les unit? C'est l'amour. Donc en fait ces 3 facteurs, c'est vraiment le territoire, parce que c'est un territoire à occuper, à défendre, et l'amour il est là pour ça. C'est parce que mon père m'aime qu'il va casser la gueule au gars qui essaye de venir me voir, quoi, et qui n'est pas gentil, par exemple. Il ne l'a jamais fait, mais voilà. L'alimentation, donc l'alimentation, l'amour va unir un clan. Nos relations en général vont unir. On peut bien sûr créer notre propre clan, mais là on va parler vraiment du clan avec le même nom. Hein. Et la descendance, c'est ce qui va générer aussi la survie. Donc, le but d'un arbre, c'est vraiment de survivre. Il faut vraiment perdurer le nom, c'est très important. Et vraiment, l'arbre, il a besoin de ces 3 principes pour survivre, sinon un arbre meurt. Et ça arrive que les arbres meurent, vous qui faites de la généalogie, on peut voir des fois qu'il y a des noms de famille qui disparaissent. Et peut-être qu'il n'y avait pas assez d'éléments de vie, de survie. Il n'y avait pas ces 3 facteurs, et du coup, ça ne va plus, on refait notre famille. Alors, je vais vous parler des fidélités familiales inconscientes. Alors, avant, je vais vous parler d'inconscient collectif. Et oui, un petit cours magistral de thérapie. Donc, l'inconscient collectif, il faut savoir juste que ça a été l'inconscient, Freud en parlait, et Jung a dit ah oui, il n'y a pas que l'inconscient personnel, il y a aussi un inconscient collectif, c'est ce qui les a un peu séparés, entre autres. Et du coup, ce qu'on appelle inconscient collectif dans la famille, c'est l'inconscient familial, tout simplement. Puisque nous sommes une collectivité quand on est en famille. Et cet inconscient collectif, finalement, c'est une mémoire des émotions. C'est une mémoire des émotions et des ressentis vécus par un ensemble. Moi, je vais parler de la guerre en général, mais le même événement cet événement va vraiment être porté par toute la famille. Quand il y a un décès, on porte le même événement, le même traumatisme dans la famille. Donc c'est vraiment une mémoire de l'événement, des ressentis surtout vécus. Donc il y a, dans l'inconscient, on porte en fait un inconscient collectif, c'est un peu notre ADN finalement. Et ça, elle peut se voir sous 2 volets, les croyances familiales et les loyautés invisibles. Les croyances familiales, la croyance en général, elle est, au bout de 2 croyances, au bout de 2 événements, en général, on croit tout de suite que c'est quelque chose qui est récurrent, ça fait une croyance. Si en 2 générations, le premier-né est un médecin, la 3e génération va attendre un premier-né médecin. C'est comme ça, le cerveau humain est fait de cette façon-là. Je prends toujours le médecin, je change. Des fois, je fais avocat. Il n'y a pas de médecin dans ma famille. Les loyautés... Non, mais c'est vrai. En Bretagne, c'est plus prêtre. Voilà, ouais. Le rouge et le noir, mais un peu noir. Tout à fait. Pas de père en fils, mais Borgia, bien sûr. Les loyautés invisibles. Donc les loyautés invisibles, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans l'arbre qui a dit «
tu feras ça ou tu feras pas ça. J'ai l'exemple d'une dame, par exemple, elle me dit, elle arrive à 60 ans, et elle me dit, ben, je suis jamais tombée amoureuse, j'aimerais voir s'il y a quelque chose dans ma généalogie et ça me travaille. Ok. Je dis, je fais un bilan de vie, on est pas. Et je regarde des correspondances de date avec le cercle temporel, je vous ferai voir comment ça fonctionne, et je lui dis, tu sais l'histoire de cette arrière-grand-mère? Elle dit, oh bah oui, elle a perdu son mari, elle avait 4 enfants, elle a perdu son mari et c'était vraiment l'amour de sa vie. C'était un désastre pour elle. Et elle dit, tiens, mais c'est vrai que toutes les générations suivantes, elle dit, ma grand-mère n'aimait pas son mari et puis son grand-père, et puis elle était un peu comme ça. Pareil pour ma mère, et en fait, je me rends compte que moi aussi. Donc il y a des prises de conscience. Des fois, quand on tire le bon fil, il y a des prises de conscience. Et je lui dis, ok. Je lui dis, en fait, la loyauté invisible, c'est comme si cette dame, elle avait posé un interdit, cette arrière-grand-mère, c'est je ne veux plus ça pour ma descendance, donc mes filles ne tomberont plus amoureuses parce que ça fait trop souffrir. Donc, moi, après, j'ai fait faire un acte de réécrire l'histoire de cette dame pour qu'elle libère, en fait, cet arbre, en fait, où les femmes étaient figées, elles n'avaient pas le droit de tomber amoureuses, tout simplement. C'est vraiment comme dans la vie, hein. C'est un arbre, en fait, il faut voir un arbre en psychogénéalogie comme un arbre dans la réalité. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai énormément, beaucoup de blessures de femmes actuellement. Si vous avez des mémoires de femmes qui ont été énormément battues, par exemple, ou abusées, voilà. Derrière, en fait, vous allez avoir énormément de femmes qui sont très combattantes, voire plutôt masculines. Alors peut-être qu'elles vont être homosexuelles, hein, ou elles vont être très fortes, on appelle ça les femmes yang, hein, tout simplement. Elles n'ont même pas besoin d'hommes, hein, elles sont très bien toutes seules. Ou c'est des femmes qui vont vraiment avoir des métiers d'hommes qui peuvent être... Moi, j'ai une dame qui a été dans ce cas-là, elle, son métier, c'est bûcheron. Et sa sœur, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est peintre. Bon, ça va, ça peut être un métier de femme, encore, on va dire, dans le stéréotype. Et en fait, l'arbre dans la nature va contrebalancer, c'est-à-dire que quand vous voyez un arbre qui pousse dans la tempête ou dans un sens de vent, si la racine ici, elle est fragile, l'arbre va essayer de compenser, va essayer de réparer. Donc si les femmes, elles ont été trop fragiles pour pas que l'arbre se casse la figure, et bien en fait, il va y avoir des femmes plus fortes pour qu'ils tiennent debout. C'est exactement comme dans la nature. C'est comme ça qu'il faut appréhender la psychogénéalogie comme dans la nature. C'est un principe d'équilibre et de survie. Donc, il faut savoir que ces fidélités familiales inconscientes que nous portons, c'est vraiment une réponse à un événement traumatique à chaque fois, hein, qui ne doit pas se reproduire. Donc, si je reprends la dame qui n'avait pas le droit de tomber amoureuse, c'est parce que en fait, l'arbre a vécu un traumatisme, il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, la personne tombe amoureuse, comme ça on est tranquille. Hop, tout va bien. On n'est pas triste. Alors, la psychogénéalogie parle aussi de ce qu'on appelle la balance des comptes familiaux. Finalement, on est tous avec un compte en banque, non pas à la caisse d'épargne ou à la banque pop, mais dans des dettes et des ressources que nous avons à régler, des dettes familiales ou des ressources familiales. C'est un peu ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de toute façon, c'est vraiment un peu nos valises. On a une charge de dette, une charge de ressources. C'est comme dans la nature, on va essayer de ne pas, sur le même arbre, s'il y a eu une maladie, vous verrez, toutes les branches vont peut-être pas être pourries, il va y avoir un fruit pourri, un fruit mûr, un bon fruit, un fruit pourri. On va prendre des pommes, parce qu'on a encore donc, essayer de répartir la charge. Et c'est pareil sur une fratrie. Il faut savoir qu'on va naître avec ce compte-là, et dans une fratrie, on va avoir... je vais plutôt prendre l'inverse, c'est qu'on va avoir une certaine somme de dettes et de ressources en fait, de dettes à payer, de ressources. Mais dans une même fratrie, on peut dire, tiens, si c'est une famille, le jeu de cette famille c'est l'abandon, est-ce qu'on va avoir un frère, je ne sais pas, qui est abandonné, qui abandonne ses enfants, qui va être abandonné par sa femme? Non, on va peut-être avoir un frère qui abandonne ses enfants, sa sœur qui abandonne son mari. On va avoir des charges différentes pour toujours maintenir cette survie, ce besoin de survie. Parce que si on charge trop un arbre de pourriture, il meurt, c'est plus beau ça, il meurt. Ça doit être la digestion, il mourit, c'est très très beau. Il meurt de pourri, il mourit, c'est un néologisme. Il faut savoir qu'on va, pour aller chercher notre dette, parce que des fois
pas toujours facile à trouver, où on se dit j'en ai beaucoup, alors il y a peut-être des plus urgentes que d'autres, on va aller chercher ce qu'on appelle un ancêtre référent, qui a quelque chose à régler et dont on est dépositaire. Alors, souvent on va le regarder avec des dates qui sont communes, des histoires répétées, des prénoms récurrents. On va se dire, tiens, ce que j'appelle tirer le fil, on dit, tiens, c'est vraiment une enquête de police. Est-ce qu'il y a assez d'indices pour avoir la bonne hypothèse ou pas? Et il faut savoir qu'une fois qu'on a trouvé cet ancêtre référent, on va se dire, on va aller regarder dans le cercle d'après, je vais vous faire voir. Et en fait, la balance des comptes, attendez, hop, la balance des comptes, j'ai oublié la polarité, elle peut se traduire de deux façons différentes à chaque fois. C'est pas parce qu'on a, j'ai quelqu'un qui me disait, ah ben on m'a dit parce que j'ai mon enfant qui est né avec une corde autour du cou, ah ben l'arrière-grand-père est pendu, donc c'est ça. Il n'y a pas d'automatisme, c'est des suspicions. Donc on va dire, imaginons une femme, les arrière-grand-mères qui ont perdu énormément d'enfants, les générations d'après, c'est soit elles vont faire beaucoup d'enfants, parce qu'elles vont se dire, tiens, si en fait l'inconscient familial, il va dire soit il faut que je fasse beaucoup d'enfants parce que je vais en perdre, soit les descendants ne vont pas faire d'enfants, de toute façon je vais les perdre, ou ils vont faire des paires de jumeaux, de toute façon je vais en perdre, donc il faut au moins qu'il y en ait un sur deux. Ça arrive aussi sur l'histoire des jumeaux, je pense. Un collègue qui m'en parlait de ça il y a justement. Donc il y a toujours deux polarités. Après, comment le savoir? On ne peut pas actuellement, parce que c'est quand même une matière, la psychogénéalogie, qui est récente, puisqu'elle date des années 70. Donc voilà, avis à tous les chercheurs, allez-y, parce que c'est une matière vraiment qui a plein de possibilités de recherche encore. Donc finalement, le but en tout cas, toujours, c'est de libérer l'art des injustices qui ont été vécues. C'est vraiment le truc pour remettre le compte en banque droit, finalement. Finir l'année en positif, ce serait pas mal. Alors, les diffs, finalement, donc, on est sur de l'injustice en général. C'est vraiment ça, majoritairement, qui va déséquilibrer un arbre. Donc, du coup, il y a plusieurs types d'injustice. Il va y avoir le deuil injustifié, injustifiable, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment le décès qui n'est pas dans l'ordre des choses. C'est là qu'il faut, c'est vraiment comme ça qu'on le catégorise. En général, ça va être toutes les morts d'enfants, les morts de guerre, les femmes mortes en couche, les suicides, des morts violentes en général, qui sont foudroyantes. Alors, donc là, on est vraiment sur une injustice vécue parce qu'il a été ressenti de façon injuste. Voilà. Pour ce qui est des premières injustices. Après, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a tout ce qui est injustice matérielle et morale. Donc on a les spoliations, secrets de famille, les amours impossibles, combien de servantes ont été amoureuses de leur patron et inversement. Est-ce qu'il y a des enfants derrière abandonnés? Ça, c'est autre chose. Les abandons, on a tout, la période des berceaux de Moïse, c'est impressionnant. Il y a aussi des périodes avant la création de la DAS. Tous les berceaux de Moïse, il y avait quand même énormément d'enfants. C'est une époque bien particulière, mais je ne suis pas tout à fait forte dans tous les domaines de l'histoire. Mais voilà, les rejets, les jugements. Les jugements, ça peut être bien sûr des emprisonnements ou des accusations à tort. Combien de fois dans les villages on a traité les jeunes filles mères ou quoi que ce soit de prostituées, c'est des mémoires qui restent énormément. Et quand vous avez des jeunes filles où leur maman dit « bah t'es habillée comme une... Ah voilà, vous êtes sûr qu'il y a des mémoires de prostitution. Il y a aussi dans notre langage où on voit les mémoires, tout simplement. Quand quelqu'un dit tout le temps c'est galère, oh là là c'est galère, ah, il faut aller voir les mémoires de galère, les galériens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi dans nos mots que ça se véhicule, les mémoires. Et j'ai mis vraiment, au commencement était l'émotion, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment l'émotion de la personne qui l'a vécu dans la famille qui s'est figée. Donc c'est-à-dire que des fois on peut juger, on peut dire... Ah ben, lui, il n'était pas gentil avec sa mère, il a pas eu d'héritage, c'est normal. Eh ben non, parce qu'au regard d'un arbre généalogique, il y a une spoliation d'héritage. Et il l'a ressenti comme ça, même s'il était méchant et qu'il le méritait, il y a eu une spoliation.
Donc c'est vraiment la personne ressent quelque chose. Et il faut le regarder d'un point de vue très subjectif. De qui a ressenti l'émotion. Voilà pour ce qui est du fonctionnement de l'arbre. Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'ai une question, enfin une remarque plutôt. Oui. Est-ce qu'on n'a pas tendance, en faisant sa généalogie, à être plus tourné vers les décès, donc plus vers ce qui est négatif que vers ce qui est positif? Oui, parce qu'on va, c'est l'effet Zardik, je sais pas comment il s'appelle. Oui, on va mémoriser plus facilement le négatif parce que c'est ce qui va nous empêcher d'avancer. Moi, le fait qu'on ait des talents de création ne m'empêche pas d'avancer, au contraire, ça me fait avancer. Donc, je vais aller m'intéresser à ce qui m'empêche d'avancer, c'est-à-dire la difficulté, pour mon cas, d'accession au bien, par exemple. Qui a été spolié dans ma famille? Parce que ça m'empêche d'avancer. Et on part toujours, en psychogénéalogie, d'une personne qui a une commande. Tiens, j'ai remarqué ça et ça m'empêche de... Après, je peux aller regarder un arbre, dire « Ah, je pense qu'il y a des mémoires de... » Mais ça sera différent quand c'est la personne qui vient me voir et qui a un émotionnel derrière. Parce que c'est... on déverrouille d'abord soi et on va aller chercher les mémoires. Mais déverrouiller un arbre en entier, c'est compliqué puisqu'il y a forcément énormément de traumatisme. Vous imaginez sur une génération où il y a, je sais pas... 4 enfants qui ont à l'époque peut-être 8 enfants, multipliés encore par 4 enfants. C'est trop lourd. On a toutes les mémoires d'abandon, si on prend par exemple une famille d'abandon. Donc on va vraiment partir toujours de la personne qui va nous voir et qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, quelle est sa problématique. Moi par exemple j'ai une maladie, ça ne m'empêche pas d'avancer, mais c'est une maladie, donc c'est un handicap. Tiens, où ça peut venir, là ça m'intéresse par exemple. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Plus ou moins. Oui. D'autres questions? Alors, les 3 clés de réparation possibles. C'est tout simple. C'est notre existence déjà, tout simplement. Notre existence est une réparation en soi. C'est ce que je vous expliquais dans la balance des comptes. Finalement, on est avec un compte en banque où on a des dettes à payer. Donc notre existence est en elle-même une réparation, soit par notre passion. Par exemple, vous ici qui aimez la généalogie, vous réparez ceux qui ont eu par exemple un besoin de mémoire en général. De toute façon, il y a besoin de reconnaissance dans une famille très importante. Et vous êtes sûrement intéressé à vos proches qu'on dit tiens, on dit ah bah oui, ils ont vécu ça, ouais. Rien qu'en parler, en fait, que ça remonte sur cette génération aujourd'hui, le devoir de mémoire, notre existence est une réparation, hein, par notre métier aussi, tout simplement, et par nos petits bobos, des fois nos rencontres. Ça peut être des conséquences de la guerre 39-40, il y a des gens qui se marient avec des Allemands parce qu'il y a eu des amours perdus qui n'ont pas pu se vivre. Des Français et des Allemands qui se sont aimés malgré tout ça, et du coup ils n'ont pas pu, hop, les générations d'après, il peut y avoir des amours entre Allemands et Français, ça peut être une réparation, entre autres, c'est vraiment des exemples. La deuxième réparation, c'est tout simplement la prise de conscience de notre, comment j'ai mis, pour notre partie consciente, oui c'est logique. Pourquoi? Alors la prise de conscience d'un événement, ça va faire remonter l'événement, et du coup, ça va faire sortir de l'inconscient, sortir de l'oubli, donc ça va pouvoir réparer. Le fait de découvrir, par exemple, dans un cercle temporel, ah ben tiens, je suis liée à cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu? Des fois on trouve, des fois on trouve pas. Hein. Et dire, ah je remarque qu'il y a beaucoup de problématiques, tiens, les hommes, ils sont tous veufs, qu'est-ce qu'ils ils ont vécu la dernière arbre que j'ai fait? Elle dit, tiens, je n'avais pas remarqué, pourtant elle travaille dessus depuis un moment, qu'il y avait 3 ou 4, ou je ne sais plus, 5 générations de veufs. Je dis, ben, c'est aussi des blessures en fait. Elle dit tiens, c'est vrai qu'ils ont dû avoir cette difficulté en fait de faire vivre leur famille aussi. Donc la prise de conscience est très importante. Dans un deuxième temps et dans un troisième temps, et ben, c'est les actes qu'on appelle symboliques. Pourquoi? Ça c'est vraiment pour notre partie inconsciente. Donc quand en thérapie il y a des problématiques et la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on parle et que il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui bouge, que l'inconscient reste figé, on va aller faire des actes symboliques. Pourquoi? Parce que
Le cerveau, en fait, va mémoriser les événements, les traumatismes en forme d'images et de symboles. Donc, du coup, on va aller, sur le symbolisme, on va aller bouger tout ça. Comment ? Imaginons, en fait, la guerre, c'était très récurrent. Là, j'ai vu le bouquin de monsieur William Bretonneau, je crois, ou Bretonneau. En fait, la dame en 14-18, elle a appris que son mari était mort, donc avec sur un truc de champagne, on lui a dit votre mari il est décédé, donc elle n'a pas vu le corps, elle n'a pas pu l'enterrer. Et il y a des symbolismes, il faut voir le corps, parce qu'il faut enterrer le corps dans sa tête aussi. Il faut attendre 3 jours pour. En fait, c'est vraiment des symboles de deuil, et il faut aller l'enterrer. Et il va avoir entre guillemets les 18 mois de deuil à faire. Et quand c'est pas fait, il y a comme si c'était en suspens le deuil dans l'arbre. Donc du coup, en symbolisme, je vais faire écrire l'histoire de cette dame qui a pas. Je vais dire, par exemple, tu réécris l'histoire, ou je tuto. Vous allez réécrire l'histoire de cette grand-mère pour qu'elle ait bien vu le corps, qu'elle a réussi à le rapatrier, qu'elle a fait l'enterrement, qu'elle a mis en tombe. Donc c'est vraiment important, et l'acte symbolique permet d'alléger cet inconscient, en fait, de réparer l'arbre. Puisqu'en fait, ça va déverrouiller l'inconscient. D'ailleurs, juste, il y a, comment elle s'appelle, Elisabeth Horowitz, je crois, elle a un nom un peu particulier, avec un H, qui travaille beaucoup sur les actes symboliques. Elle a fait un petit bouquin où elle explique un peu ce que c'est, et il y a des trucs assez drôles, genre des gens qui se baladent avec une clé ou une casquette d'enfant pendant 8 jours, c'est assez drôle, mais c'est vraiment pour... parce qu'elle travaille sur le symbolisme des événements, des traumas. Il me semble... ouais, c'est tout bon. Et ben ouais. Il me semblait qu'il manquait quelque chose, mais c'est bon. Ah non, méthode et outils. Bah oui, je me dis, il manque un truc. Alors, c'est la digestion encore. Cette pause digestion. On a peu mangé. On a très bien mangé. Alors, pour réparer, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions sur les réparations avant que je passe à l'autre partie? Quand même. J'en ai une. Donc, à la 4e génération, on a le traumatisme. Si on ne répare pas, ça passe dans 4 générations ou la 5e? Ça peut continuer. On le voit quand ça continue, quand il y a les mêmes événements, les mêmes prénoms. Mais disons que là, on va repartir pour 4 générations ou non, ça continue. Ça continue. Mais après, attention, c'est pas, je n'ai pas parole d'évangile. En lisant des livres, des fois, je dis tiens, j'ajuste ce que je dis en conférence. Mais à l'état actuel de moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on remonte à 4 générations, mais on a des mémoires. Alors, comment dire? Quand quelqu'un vient me voir, je vais aller voir la 4e génération. Mais il y a des fois, ça remonte encore plus haut, parce que je dis, tiens, il y a ce prénom, ce prénom, ce prénom, ce prénom. Ah, en fait, là, ça s'arrête. Donc, je vais dire, tiens, il y a un autre prénom. Qu'est-ce qui s'est passé la génération là? Ça peut être la 6, 7e. Alors après, alors moi, des fois, ce que je fais, c'est, on m'a appris, c'est, bon, bah, dites un nombre entre 0 et 15, et on va prendre cette génération-là. Et on va agir en symbolisme, là, donner un nom, je prends le livre de mes prénoms, hop, je mets au hasard, et ça je fais avec la recherche de jumeaux. Il y a aussi ça, c'est il faut traiter l'inconscient, donc des fois on va lui inventer des réparations. Le but c'est qu'il se répare, donc il faut aller dans les méandres de l'inconscient. Et la réparation, elle se fait que par mettant à jour la source du traumatisme, ou il y a d'autres choses à faire? Non, notre existence est une réparation. Ah, tout ce qu'on a fait. En fait, même notre existence, plus que nos actes. Nous sommes là pour forcément réparer un ancêtre référent. Il y a des gens, comme ceux qui ne s'intéressent pas à la psychogénéalogie, et je pense qu'il y a énormément de gens, réparent en fait. Mais des fois, quand on s'intéresse à la psychogénéalogie, on va peut-être faire un pas plus vite. Comme quand on travaille en thérapie, en développement personnel, on va gagner 10 ans. Il y en a plein qui me disent, tiens, si j'avais su ça il y a 10 ans, peut-être que j'aurais eu une vie différente. Voilà. Mais là, c'est pareil, c'est juste, on va peut-être gagner 2 générations, je sais pas, parce que le but, c'est on gagne un peu de temps. Mais ça sera réparé un jour ou l'autre. Ou l'arbre va mourir si vraiment il est étouffé. Voilà.
Donc, pas de stress. Comme comme une patiente que j'avais eue, bon, ça c'est fait, bon, je fais quoi maintenant? Tu existes déjà, c'est pas mal. J'ai dit tant qu'on se détend. Ça va bien dans ta vie? Oui, ben on va arrêter là, c'est bon. C'est réparé. Pour la méthode. Donc, dans la méthode, on va aller chercher ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la problématique. On va aller chercher les récurrences, les coïncidences. Et Anne Lancelin dit bien, soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est pas parce que vous voyez une hirondelle que c'est forcément elle qui a fait le printemps. Il faut vraiment... c'est comme Colombo, il n'a pas que un indice quand il... Parce que Colombo, c'est un peu vieux, il faut que je change de série quand même. C'est bien, hein, moi j'aime bien. Ouais. Je l'aimais bien, c'est comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a un élément que l'hypothèse est sûre. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Et essayer de remonter l'origine du nœud aux 4 générations. Après, il y a d'autres, là j'ai vu, il y a d'autres intervenants de psychogénéalogie qui interviennent à la 5e génération. D'ailleurs, je vais me former à la rentrée sur ça. Voir où c'est qu'on peut être sûr de le détecter. Pourquoi la 5e? Je suis curieuse. Moi, je sais pourquoi 4, pour avoir la 5e haute. Voilà, il y a des ajustements, puisque comme je disais, c'est une matière qui reste nouvelle. Et les outils. Alors, les outils. On a le prénom. Le prénom, tout simplement, parce que jusqu'au XIIe siècle, on n'avait qu'un prénom. Puis après, on est passé en Jean qui fait du bois, là, Jean le menuisier, ou Jean du lieu-dit le Gauthier, je ne sais plus à qui je parlais. On avait des lieux-dits, ou des spécialités de famille. Et du coup, on apportait des noms de famille. Et le prénom, en tout cas, il a eu plusieurs sens. Mais le prénom, ça peut être une force donnée à la famille. Chez les chrétiens, c'était tiens, on va donner un attribut de Dieu. Chez les Hébreux, c'était une force physique ou morale, comme chez les Grecs. Martial, par exemple, c'est la force du dieu Mars. Marcel, c'est pareil. Donc on est sur la force de guerre, la force. Donc quand je vois la force, Michel, Martial, qui a été faible dans la famille, on va essayer de compenser un nom avec... il y a un symbolique sous le nom, donc qu'est-ce qu'on veut compenser? Est-ce que je peux avoir des prénoms là que je ne sais pas? Bernard, on a Bernard l'ermite. Donc il change. Non mais Bernard vraiment, il change de maison lui. Donc est-ce que c'était quelqu'un qui changeait de maison? Est-ce qu'il y a eu 2 maisons, il y a eu des abandons? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Dominique, on est sur le toit aussi, la maison. Elisabeth, Beth, c'est la maison. Donc c'est la protection de la maison. Pourquoi on veut protéger cette maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un assassinat? Est-ce qu'il y a eu un viol? On ne sait pas. Est-ce que vous avez vos prénoms? Catherine, donc il peut avoir des mémoires de cathare. J'ai oublié l'autre jour. Ah oui, je t'en apprends quand même un cadeau. Je t'en donne un petit peu à chaque fois. Voilà. Catherine, il peut avoir des mémoires de catharisme, tout simplement, donc des mémoires de religion. Avec les guerres donc les cathares, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez un peu. Donc c'était plutôt des gens qui croyaient en Dieu de façon libre, ils avaient Dieu à l'intérieur d'eux et pas dans l'église, donc du coup ils ont été persécutés par l'église parce que ça générait pas beaucoup d'argent ces gens-là. Voilà, Catherine, c'est aussi, ça peut être, il faut aller chercher des mémoires de Saint-Barthélemy, mais il faut avoir des Hélènes, il faut aller autour, s'il y a des dates de naissance ou de décès autour du 23-24 août de la Saint-Barthélemy, autour du 18 août, parce que je crois que c'est le mariage avec la reine Margot. Enfin voilà, il faut avoir aussi les attaches historiques. Alors là, on dirait que je connais tout, pas du tout, c'est que ça tombe bien, je connais un peu ça, parce que c'est une de mes mémoires. Donc voilà. Pardon? La linguistique aussi, peut-être, non? La linguistique, parce que là, on Oui. ça peut être aussi... Oui, après on va aussi parler de la langue des oiseaux, tout simplement. Quand on a des gens, ce qu'on a beaucoup, on va aller voir les anges. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts d'enfants? Il faut aller regarder si c'est un indice ou pas.
ne savez pas toujours, hein, mais voilà. Mais qu'on retrouve des fois dans les autres prénoms. Parce Bien que, sûr, Jean quelque chose. on parle du prénom, mais par exemple, moi, c'est Annick, Marie, Jeanne, Gabrielle. Et je commence juste à comprendre pourquoi. Voilà, parce que c'est pas un hasard de porter tout ça. Non. Et à l'époque, on donnait plusieurs prénoms. Donc il y a le prénom qui est important, mais aussi ceux qui suivent. Bien sûr. Alors là, je parle du prénom principal. À partir du Moyen-Âge, on va donner aussi des prénoms pour des protections. Alors, on va donner des prénoms de grands-parents, qui ont été forts, qui ont été morts trop tôt. Et ça reste, hein, parce que moi j'ai encore dans ma famille des seconds noms où j'appelle ça, c'était des morts, en fait, des morts d'enfants. Et on avait aussi les protections, donc tout ce qui est Anne et Marie. Anne, c'est la protection de la famille. Marie, c'est la protection de la femme et des enfants. Gabrielle, c'est la protection des enfants, en général. Marie-Ange, donc là, oui, Marie-Ange, il y a vraiment eu des enfants qui sont morts, voilà, des morts d'enfants, avant baptême, hein, souvent on va dire, quand il y a ange. Donc voilà, tous ces prénoms, qu'est-ce que j'ai pas fait beaucoup d'hommes, qu'est-ce que j'ai comme... Il y a un homme qui me donne son prénom. Michel. Jean. Bon, c'est déjà fait, Michel, c'est l'égal de Dieu. Donc on donne... Alors Jean-Michel, quand on a des prénoms composés, ça peut être soit des amours perdus, soit des jumeaux, soit des gens fusionnels, ça peut être, je sais pas, des belles-sœurs, beaux-frères qui s'aimaient et ils n'ont pas pu concrétiser parce qu'ils étaient des gens bien. Voilà des croyances. Et du coup, ça reste en suspens dans l'âme, ce traumatisme, donc du coup, il peut y avoir des prénoms composés. Après, il y a aussi tout ce qui est, je vais y arriver, homosexualité. Alors avant, c'était pas du tout autorisé, sauf en Grèce, on va dire. Et du coup, il peut y avoir aussi des amours homosexuels pas déclarés, c'est un secret de famille. Donc, par exemple, le prénom peut être une réparation de ces amours-là. Ils sont unis à vie dans une personne. Voilà. Ça peut être ça. Voilà un peu l'outil qu'on peut utiliser dans les prénoms. Et j'ai mes grimoires de prénoms. J'appelle ça mes grimoires. Donc vous pourrez passer à mon stand si vous voulez. Regardez les prénoms parce qu'elles ont vraiment un grand détail de quelle mémoire elles peuvent porter en langue des oiseaux, avec l'anagramme. On a tout, avec historiquement. Voilà au niveau des prénoms. Je regarde quelle heure il est. Ça va le faire. Alors, je vais regarder les dates avec ce qu'on appelle le cercle temporel dont je vous ai parlé depuis le début. Donc, nous sommes gouvernés par 4 dates importantes. Notre date de naissance, attention, gymnastique, on ne fait plus la sieste. 3 mois après, c'est la date de conception puisque c'est 9 mois avant. Tout le monde suit, c'est bon. Jusque-là, ça va. Et on fait de 3 mois en 3 mois. 3 mois après la date de conception, on va avoir ce qu'on appelle notre date de chemin de vie. La date de chemin de vie, c'est ce qu'on appelle la récolte difficile. Ça, vraiment, je vous conseille de lire le syndrome de gisant de Salomon Seller, puisqu'il explique tout. La date de chemin de vie, c'est vraiment ce qu'on n'arrive pas à passer. Par exemple, moi, je sais que j'ai dans ma date de chemin de vie une problématique sur les biens, l'accession, le fait d'acquérir en fait du concret, du matériel, et c'est vraiment un de mes chemins de vie difficiles. Ou de se réaliser, de ne pas avoir, et de ne pas, se mettre dans sa coquille. Moi, j'ai tendance à être comme ça. Donc, du coup, finalement, je fais des conférences à l'opposé, parce que je bataille mon chemin de vie. Je l'ai pris à bras-le-corps. Donc, voilà. Mais je ne m'en fais pas. On me donnera d'autres défis dans ma vie. C'est pas, ne vous inquiétez pas. On nous programme avec plein de paliers à passer. Après, on a ce qu'on appelle la date de gisant. C'est là, moi, que j'allais vraiment regarder l'ancêtre référent sur cette date. Donc, c'est 9 mois après notre naissance. Finalement, il a fallu une gestation pour aller rencontrer cette date-là, cette personne, soit sur sa date de mort ou de naissance, et dire, qu'est-ce qu'elle a vécu, quel poids elle a sur notre vie. J'ai des arbres sur la date du gisant. Par exemple, il y avait énormément d'hommes qui avaient menti à leur femme. Et c'était vraiment quelque chose sur cette femme qui était venue me voir. Elle dit, c'est vrai que les hommes, j'ai cette tendance à croire qu'ils me mentent tout le temps. Et je lui dis, après, c'est ce qu'ils ont vécu. Là, il y avait vraiment 3 hommes dans la généalogie qui étaient connus pour être menteurs. Et c'était un point pour elle. Donc le fait de savoir, c'est tiens, mais pourquoi ils mentaient? Tiens, qu'est-ce qu'ils sont? C'était, en fait, en tout cas, ce référent-là,
il a vécu un traumatisme par rapport à ce mensonge. Alors, pourquoi il a menti? Est-ce que c'était un mensonge de jeu? Est-ce qu'il a trompé sa femme? Donc après, moi, je ne me rappelle plus de tous les arbres. Mais c'était intéressant d'aller voir, d'aller gratter, en fait. Parce qu'elle, c'était vraiment quelque chose qui était difficile d'avoir confiance en l'homme, et même en l'homme avec un grand H. Et voilà. Donc moi, je vais aller chercher sur ces dates. Si je suis née, moi, je suis née le 23 février, donc c'est parce que c'est plus facile pour moi. On va aller voir le 23 mai, quel est le nom, quelle est la date, le saint du jour, donc le saint du jour le 23 mai. Non, oui, mais il n'y a pas Constant. Constant, non, c'est le 23 novembre. Didier. Et mais souvent, il y a avant 69 et avant Vatican II, et après Vatican II, il y a toujours 2 saints. Donc je vais dans mon grimoire voir ce qui s'est passé chez ces saints-là. Et du coup, ça va me donner la date de conception, un peu quelle est ma préprogrammation. Je vais voir sur ma date de chemin de vie, qu'est-ce qui se passe. Donc moi, ma date de chemin de vie, c'est le 23 août, c'est Rose de Lima. Donc Rose, c'est souvent, on parle de soit d'amour ou de mort, parce qu'on fleurit des tombes. Et moi, j'ai beaucoup Et en plus, on fleurit des tombes autour de Saint-Barthélemy, donc moi, ça me parle bien sur mes mémoires. Et Rose de Lima, en fait, elle a été au Pérou, et c'est la patronne du Pérou. Elle est le Pérou, d'ailleurs, un problème de paternité, ce qui est aussi mon cas, donc disons que je suis vraiment née sur la bonne date. Hein. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, on va aller chercher tout ça, ces mémoires, dire tiens, ça me parle, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je prends conscience de certaines choses de ma vie, en fait, tout simplement. Et voilà, on travaille un peu comme ça, sur le cercle temporel, pour voir. Et j'ai oublié, sur la date de chemin de vie, j'ai oublié. Il faut savoir que ce palier de verre, c'est comme si l'arbre généalogique, il ouvrait. On a un cercle, finalement, on tourne en rond dans notre vie sur la même problématique. Et en fait, sur cette date de chemin de vie, il faut aller regarder si c'est des périodes faciles ou pas à passer. Alors, on fait toujours à plus ou moins 10 jours en psychogénéalogie. Alors, il y a 2 écoles. On va regarder les dates à plus ou moins 7 ou 10 jours. Moi, je prends 10 jours. Et est-ce que c'est une période agréable? Est-ce que c'est une période où il y a un renouveau? Moi, je sais que mes parents s'étaient réconciliés. Alors ça, c'est sur ma conception qu'ils sont réconciliés. Après, c'était compliqué. Non, sur ma date de conception, moi, j'ai un nouveau boulot. J'ai toujours un nouveau boulot, un autre boulot, une nouvelle opportunité. Parce qu'il y a eu un renouveau dans l'élan de vie de mes parents, de ma conception. Et moi, ça se ressent, je le vois sur plusieurs années. J'ai acheté une maison, j'ai eu un chien, j'ai un nouveau boulot. Enfin, c'est toujours autour de cette date-là. Donc, quand je joue au loto, je joue à plus ou moins 10 jours comme ça. Je sais que ça. Je vais pas aller sur la date du gisant, c'est pas terrible chez moi. Voilà. La date de naissance non plus, d'ailleurs. Et les outils, ça va être le métier dont je vous parlais tout à l'heure. S'il y a eu, par exemple, alors je vais beaucoup parler de ma famille parce que je connais bien depuis un moment. Le métier, ça peut être des médecins urgentistes, des infirmières urgentistes, des pompiers, par exemple, cette gamme de métiers dans la famille qui peut être récurrente. Moi, pour ma part, j'ai remarqué qu'il y avait un filon comme ça, et il s'avère qu'en fait, j'avais une grande-tante qui est morte de la diarrhée verte. La diarrhée verte, elle est morte parce que l'intervention n'a pas été assez rapide. Donc, dans l'arbre, il y a quelque chose, un message qui est figé, il faut intervenir vite. Il manquait quelqu'un d'urgent dans les soins, hop, on va générer, tiens, hop, il faut vite, il y a un manque, il faut générer tel métier. Je sais pas, après ça peut être aussi dans les passions, hein. Je l'ai mis après, je sais plus. Non, les métiers et les passions. Si vous êtes passionné, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Aidez-moi, il y a quoi comme passion? La généalogie, par exemple. Trop facile, on l'a dit. La physique. Ouais, la physique. La musique. Les enseignants, ça y est, j'ai trouvé. Tous les métiers d'enseignement, c'est parce que ça peut être, alors ça peut, c'est une hypothèse, moi j'ai eu quelques arbres, ça peut être par exemple, je sais pas, un enfant ou quelqu'un qui a mangé quelque chose dans la nature qui n'était pas bon et qui est mort de ça, je sais pas, de la ciguë, hein. Hop, mince, alors du coup il faut faire quelqu'un qui sait dans la famille. Ça peut être des biologies, ça peut être de la biologie, ça peut être encore des médecins, ça peut être des enseignants, dire je sais. Ou quelqu'un qui a vraiment des générations de dévalorisation intellectuelle. Ah, on va faire des enseignants, des gens qui savent. Voilà. Par exemple.
Les maladies. Et oui, les maladies, c'est une matière à elle toute seule. Hein. Le décodage biologique, j'ai un dictionnaire si vous voulez regarder tout à l'heure, si vous avez un peu de temps. Chaque maladie aurait un symbole. Hein. Et Salomon Selam, encore, a fait un super dictionnaire, moi je trouve, il explique comment fonctionnent les maladies. Un organe, en fait, c'est est-ce qu'il a été sursollicité ou il va être sursollicité ou sous-sollicité. Alors ça peut générer, ça peut venir de tels trucs. Après, un organe, il peut s'atrophier ou se développer. Par exemple, les cellules cancéreuses, ça va se développer, je crois. Et les ulcères, ça va se comme ça. Donc, il va expliquer tout ça. Les maladies ont un sens et peuvent être une résurgence, une conséquence de ce qui s'est passé dans l'arbre. Alors moi, je peux prendre un exemple, par exemple. J'ai eu une famille là où il y avait quelques bègues et quelques gens muets. Ça peut être un secret vraiment, il y a un interdit de la famille à Paris. Donc du coup, ça peut générer, je dis toujours ça peut, je dis jamais ça va. Hein. On reste ok sur ça. Des maladies, j'ai quoi? Alors lui, il prend des exemples, pas forcément sur 4 générations, mais il y a une dame qui va le voir, en fait, ce monsieur Salomon Selam, et elle dit, en fait, elle a tout le côté, je crois, droit, le côté droit qui est handicapé. Du jour au lendemain, elle a plus senti son côté droit. Alors il analyse, il fait son cercle, il fait son anamnèse, qu'est-ce qui s'est passé, patin, couffin. Et à un moment, il la regarde, il fait votre mari qui est décédé, il dort de quel côté? À ma droite. Ok. Et ben, le lendemain, elle n'avait plus rien. Alors, comme il dit dans le livre, ça c'est un miracle, hein, ça arrive rarement, parce que là, tout le monde va venir me voir, allez, je vais sauver tout le monde, pas du tout. Mais c'est vraiment un exemple qui est très marquant, ça peut arriver, où c'est juste pour qu'on comprenne comment le corps fonctionne. C'est en fait, le corps a compensé la manque de son mari, donc il y a un manque, elle n'existe plus, donc il y a un froid, et cette partie-là n'existait plus. Elle en a pris conscience et c'est revenu. Elle a bien de la chance de pouvoir guérir sa maladie aussi vite. Hein. Ce serait bien de guérir des maladies aussi vite. Donc j'imagine que les médecins ne trouvaient pas ce qu'elle avait. Non. C'était pas un AVC ou un truc comme ça. Moi je peux pas dire. Mais je sais qu'elle avait ça et elle allait le voir. C'est le truc que j'ai retenu du bouquin. Je dis, wow, super à dire en conférence. Je vais avoir 10 patients supplémentaires. Malades, bien sûr. Voilà. Par exemple, moi, le diabète, donc je suis diabétique. J'ai le diabète, je ne suis pas, comme on dit. Diabète, ça vient de l'hébreu dia, bête. Dia, c'est partagé. Et bête, c'est la maison partagée en deux. Donc c'est vrai que moi, quand je suis née, mon foyer était partagé en deux parce que mes parents s'entendaient plus. Donc ça peut avoir du sens. Ou comme quand on s'appelle Brigitte ou Brice, on appelle ça le gîte brisé. Il y a quelque chose qui est brisé dans la famille. C'est des mémoires de gîte brisé. Et bien sûr, le génosociogramme, la presse people. C'est un dernier outil, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. On regarde vraiment, par exemple, j'ai eu un arbre où il y avait énormément de prénoms, où il y a des problèmes de noblesse non reconnus. Parce qu'il y a peut-être eu des enfants naturels, des enfants non reconnus. Donc dire, tiens, il faut essayer de voir s'il y a quelque chose sur ce fil-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme acte. Voilà. Ben ça y est, c'est fini. Voilà.